Alors, nous emmenons maintenant aux deux articles suivants, les articles 12 et les articles 13, qui traitent de la violence légale. L'article 12 nous dit ceci. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force publique est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Pas grand-chose à redire, naturellement, à cet article 12, qui affirme solennellement la subordination de la force publique à l'avantage de tous, sans aller toutefois jusqu'à dire que la force publique est le serviteur du peuple, mais en précisant quand même qu'elle ne doit pas être l'instrument privé du pouvoir exécutif, sans aller non plus jusqu'à qualifier celui auquel cette force publique est confiée, à le qualifier d'État tout-puissant. Mais nous retiendrons quand même en mémoire cette velléité notable, cette velléité constitutionnelle de signaler la nature populaire de la force publique. Et du même coup, nous nous interrogerons sur la constitutionnalité des forces actuelles de police, de gendarmerie et autres corps spécialisés qui échappent à tout contrôle citoyen et ne dépendent en dernier ressort que de quelques personnes, même pas élues. Et nous rappellerons qu'à l'époque de la rédaction de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, leurs ancêtres, à ces forces de police, gendarmerie, des corps spécialisés, la garde nationale, étaient sous la responsabilité directe de l'Assemblée nationale élue. Nous appliquerons donc un point de pénalité à cet article pour imprécision, car il laisse planer le doute sur le mode de gestion constitutionnel de la force publique. Voyons ensuite l'article 13, qui nous dit ceci. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Cet article 13, en apparence anodin et exposé sous forme de truisme, revêt en réalité une importance considérable car il est le seul article de tout le corpus constitutionnel entier, le seul article susceptible d'être évoqué pour justifier l'impôt, dont l'obligation coercitive, faut-il le rappeler, n'est instituée nulle part ailleurs dans la Constitution. Cet article 13, lui, il semble bien qu'il institue la nécessité d'un impôt, dénommé contribution commune, mais il s'agit bien de lui, de l'impôt. Nécessité pour l'entretien de la force publique et pour des dépenses dénommées du terme très vague de dépenses d'administration, dont il y a tout lieu de penser qu'il s'agit de dépenses d'administration uniquement de la force publique. Cette contribution commune indispensable étant donc destinée à l'entretien de la force publique, c'est-à-dire la rémunération directe de ses agents et au paiement des coûts matériels, plus les dépenses d'administration, c'est-à-dire les coûts liés à la bureaucratie afférente. Mais il semble bien que, si on lit cet article, que cette contribution commune n'est pas relative à d'autres types de dépenses, autres dépenses dont nous pourrions penser, par contre, qu'elles vont être justifiées par l'article suivant, l'article 14, qui nous dit ceci. Tous les citoyens ont le droit par eux-mêmes ou par leurs représentants de constater la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quantité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Mais là encore, nous restons dubitatifs, parce que cette contribution commune, qui devient ici contribution publique,
Eh bien, si nous en croyons cet article, elle peut être décidée par les citoyens eux-mêmes, tant au niveau de ses modalités, quotité, assiette, durée, suivi d'emploi, qu'au niveau de l'acceptation de son recouvrement. Consentir librement à cette contribution. Cette contribution commune n'apparaît donc pas comme étant clairement définie. Bien plus, une lecture attentive de cet article nous inciterait à l'interpréter comme instituant une imposition facultative, c'est-à-dire soumise à l'acceptation ou pas de son paiement par tout citoyen à qui elle serait proposée. C'est ainsi que, faute d'existence d'un article précis dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, mais également dans tout le reste du bloc constitutionnel, un ou plusieurs articles précis instituant très clairement l'obligation de l'impôt sous peine de sanction, nous pouvons considérer que cette obligation n'est pas juridiquement établie. Et nous appliquerons donc un point de pénalité pour imprécision à cet article 14. Bon, je rappelle que, grosso modo, l'article 12 parle de la force publique, de son entretien. L'article 13, il parle de l'impôt, il introduit la notion d'impôt, et l'article 14, il parle de la façon dont doit être levé l'impôt. Bon, dans l'article 13, tu te demandes qu'est-ce que ça veut dire en raison de leurs facultés. Je ne pense pas qu'il y ait tellement de polémique là-dessus, c'est en raison de leurs facultés financières. On parle de, elle doit être une contribution commune est indispensable, commune, ça veut dire que chacun doit y contribuer. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, c'est-à-dire que tous les citoyens doivent y participer, mais en raison de leurs facultés, doivent y participer. Alors, c'est le mot également, réparti. Je pense qu'également, enfin, je pense, même, alors, on ne peut pas m'accuser de défendre la DDHC, mais je voudrais être totalement objectif et dire que là, d'un point de vue de la syntaxe, ça me semble cohérent, c'est-à-dire que la répartition doit être égale, au sens que tout le monde doit y contribuer, mais pas tout le monde à la même hauteur. C'est-à-dire en raison de leurs facultés financières. Donc tout le monde doit être imposé, mais plus ou moins selon qu'il peut payer plus ou moins. Voilà ce que ça veut dire, ce qui n'emporte pas forcément le fait qu'on soit d'accord avec ce qu'il dit, mais voilà ce qu'il veut dire, et je ne trouve pas qu'il y ait de contradiction ni d'imprécision notable, en tout cas, sur ce point. Alors, ensuite, tu nous dis que par rapport à l'article 13, qui dit que la contribution est indispensable, contribution commune indispensable, c'est-à-dire qu'il est indispensable que tout le monde donne son obol pour financer la force publique, tu dis que la force publique pourrait être financée autrement que par l'impôt. Alors, bon, ça c'est très intéressant parce que c'est précisément l'une des bases de notre programme. Quand je dis nous, je parle disons de la mouvance Parti pour la précroissance qui a fait ce programme que j'ai pas sous la main, ici, qui est ici. Voilà. Programme pour une société de la précroissance, voilà, 180 pages, et qui propose que l'État soit financé autrement que par l'impôt. Bon. Donc, c'est une idée évidemment extrêmement intéressante et à laquelle je souscris. Reste à déterminer comment. Mais effectivement, dire que la contribution commune est indispensable, c'est-à-dire dire que pour financer un service public, en l'occurrence
euh, La force les publique. services de police ou de gendarmerie, Ouais. il faut obligatoirement qu'il y ait une imposition. Bon, alors, c'est ce que dit la DDHC, et c'est là-dessus que s'appuie ensuite eh bien, l'État actuel pour lever l'impôt. Mais tu dis qu'on peut faire autrement. Bon, c'est un autre débat euh, qui m'intéresse beaucoup. Voilà, mais qui est une extension. Oui. Je voulais simplement rajouter que dans la dernière partie, elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Hmm. Or, dans les faits, il y a des gens qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils sont trop pauvres. Donc on voit bien que à la fois il y a des gens qui s'y soustraient parce qu'ils font de l'optimisation fiscale ou que sais-je, mais à l'autre bout de la chaîne aussi, il y a des gens qui n'ont pas la capacité à payer. Donc la réalité des faits et l'article semblent un peu différents, non? Oui, mais alors, la réalité des faits, il s'agit de voir quel procès on peut faire aujourd'hui à la façon dont l'impôt est collecté, la façon dont la grille d'imposition est établie de l'impôt, la grille de l'impôt sur le revenu, puis aussi de toutes les autres taxes variables. Mais il me semble. Ah, ah oui, effectivement, tu as raison, parce que je pensais impôt, mais en réalité il y a taxes. Et là, Non, les mais taxes, TVA, tout le monde la paye. alors, il faut savoir que l'impôt sur le revenu, c'est une toute petite partie des recettes de l'État. Alors, le budget central, on va arrondir, hein, c'est 290 milliards. La perception et là-dedans, l'impôt sur le revenu contribue pour 50 milliards environ. Le gros morceau, c'est la TVA, 160 milliards. Il y a l'impôt sur les sociétés. Bon, voilà. Et donc, s'ajoute à ça, évidemment, toutes les taxes qui sont perçues par les collectivités locales, la taxe foncière, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle, donc, qui a été restructurée sous une autre forme, mais voilà. Mais bon, je continue quand même à valider, je dirais au niveau de la syntaxe, l'article 13, qui dit que pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, bon, il faut une contribution commune, c'est-à-dire que tout le monde y contribue, bon, très bien, en raison de leur faculté. Ça veut dire que celui qui n'a pas de faculté, il est imposé à 0 euros, en fait. C'est-à-dire que le principe, c'est que tout le monde doit contribuer. Oui. Et ce principe, il est modulé par une variation du montant de la contribution entre chaque citoyen en fonction de ses facultés financières. Donc, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, et celui qui a 0 possibilité, il est imposé, mais à 0 euros. Je ne vois pas de contradiction. Je vois peut-être, effectivement, qu'on n'est pas d'accord parce qu'on voudrait que ça soit financé autrement, mais voilà. Pour moi, il n'y a pas Dans ce de postulat, je trouve que pour moi, il n'y a pas de l'article est bien contradiction. écrit. Pour moi, pour moi, cet article tient la route au niveau de la façon dont il est rédigé. On ne peut pas l'attaquer pour voilà, Incohérence. pour incohérence. Ok. Euh, Article 14. alors, ensuite, tu dis, oui, par eux-mêmes. Non. Alors, effectivement, par eux, qu'est-ce que ça veut dire? Par eux-mêmes ou par leurs représentants. On va faire de la grammaire. Par eux-mêmes ou par leurs représentants. Pour moi, ça veut dire que s'ils veulent le constater eux-mêmes, ils peuvent. D'accord. Sinon, cet article, qui est en forme de principe, effectivement, devrait dire, tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, l'une des deux alternatives étant décidée par une loi organique, par exemple. C'est-à-dire qu'on te dit que c'est soit l'un soit l'autre,
soit on l'écrit dans l'article en disant par eux-mêmes lorsqu'il s'agit de ceci, de ceci, de cela, ou par leurs représentants lorsqu'il s'agit de ceci, de ceci, de cela. Première possibilité. Deuxième possibilité, on dit l'alternative entre eux-mêmes et les représentants sera définie par une loi organique concernant les rubriques qui peuvent être déterminées par les citoyens et par les représentants, uniquement par les citoyens ou uniquement par les représentants. Tant qu'il y a le ou, tant qu'il y a le ou, on est obligé de dire chacun peut s'il veut. Ou. C'est-à-dire que moi, citoyen, je lis l'article 14, j'ai le droit de... Alors, qu'est-ce que ça veut dire constater la nécessité de la contribution publique? Alors, là, c'est effectivement une précision, si on peut dire, de l'article 13 qui introduit la notion d'impôt pour la première fois, après avoir introduit la nécessité de la force publique. Bon, l'article 12 dit il faut une force publique. Bon, très bien. On est d'accord, on n'est pas d'accord. L'article 12 dit c'est clair, il faut une force publique. Hein, bon. Elle est instituée pour l'avantage de tous et pas pour l'utilité de celui qui va gérer cette force publique. Voilà. Bon. Pour son entretien, il faut un impôt. Article 13. Voilà, article 13. Et pour les dépenses d'administration. Alors, les dépenses d'administration, en première analyse, il semblerait que ce soit les dépenses... Enfin, ça veut dire que c'est les dépenses d'administration de la force publique. Mais ça peut vouloir dire aussi, et pourquoi pas, les dépenses d'administration de l'État. Ça voudrait dire que l'État, c'est autre chose que la force publique. Parce qu'on peut très bien concevoir... à la façon, je dirais, minarchiste. Minarchiste, c'est une théorie qui prône l'État minimal, que l'État, c'est uniquement la police. Ce qu'on appelle l'État veilleur de nuit. Hein, par exemple, alors, les libertariens prônent absolument pas d'État, mais les minarchistes parle d'un État veilleur de nuit, c'est-à-dire qui s'occupe uniquement de la sécurité des gens, donc il y a uniquement la police, et c'est tout. Bon. Et là, soit les dépenses d'administration, c'est uniquement ceux de la force publique, et là on est dans un État minarchiste, c'est-à-dire que la Déclaration des droits de l'homme, dans son article 13, qui est une espèce de définition de l'État, qu'est-ce que c'est que l'État ? Quelle est la nature de l'État? Quels sont les compartiments de l'État? Et on nous dit, dans l'État, c'est uniquement la force publique. Alors, si on lit autrement l'article 13, on va lire que c'est la force publique, l'État c'est la force publique, et c'est aussi une administration. Bon, on ne sait pas laquelle. Donc il faut financer cette force publique et financer une administration. La contribution est répartie entre tous les citoyens. Ceux qui ne peuvent pas payer, payent pas. Ceux qui peuvent payer moyennement, payent moyennement. Ceux qui peuvent payer beaucoup, payent beaucoup. Et puis l'article 14, il nous dit quelque chose d'intéressant. Ils disent la nécessité de la contribution publique. Qu'est-ce que ça veut dire constater la nécessité ça veut dire constater la nécessité de la contribution publique. Ça veut dire constater que financer la force publique, les forces de l'ordre, c'est nécessaire. Donc on crée une police. Financer un service de santé collectif, c'est nécessaire. Alors on le finance. Bon. Ça veut dire que eux-mêmes ou leurs représentants vont décider de constituer les corps d'État. Ils vont dire, l'État c'est quoi? L'État c'est la police. L'État c'est la santé. L'État, c'est l'enseignement. On va créer les blocs. Bon. Ça, c'est extrêmement important. La nécessité, constater la nécessité. Ça veut dire, lorsque je crée le service public de la santé, eh bien, il y a un acte législatif qui est fait. C'est-à-dire que nous-mêmes, les citoyens ou leurs représentants, on ne sait pas si c'est alternativement les deux. Mais il faut que ça soit constaté. Donc lorsqu'il y a création de services publics, il faut se référer à l'article 14, mais il faudrait aussi qu'il y ait une trace.
on a le droit de le constater, ça veut dire qu'il faudrait que ce soit constaté. Ensuite, consentir librement. Alors, consentir librement, bah, grammaticalement, ça veut dire je suis libre de payer ou pas. C'est-à-dire qu'on m'impose, on dit monsieur, voilà, il faudrait que vous payiez tant. Hein, oui. Si je dis oui, je paye. Si je dis non, je paye. Parce que sinon c'est je dirais un oxymore, plutôt comment dire, une supercherie. Consentir librement quelque chose qu'on t'impose, tu vois déjà la manipulation rédactionnelle. Bon, est-ce que vous consentez librement à payer l'impôt? Ben, si vous ne le payez pas, vous allez en prison. Tu vois? Ouais. Non, si tu consens librement, voilà. Ensuite, l'article 14 nous dit les citoyens ont le droit de constater la nécessité de la contribution publique. Alors, est-ce qu'on parle toujours de la même? Si on parle toujours de la même, c'est-à-dire qu'on ne parle que de l'entretien de la force publique. Et donc, l'article 14, il rappelle que finalement, les citoyens peuvent très bien dire à un certain moment « Ah ben non, mais finalement, on constate, là, cette année, on ne constate pas la nécessité de contribuer à payer la force publique, tu vois. Pourquoi pas ?» Et peut-être que je chipote, mais force publique, est-ce que c'est la force telle qu'on l'entend, c'est-à-dire police, armée, Oui, etc. oui. Ou est-ce que la force publique, c'est l'État, l'administration, etc. Est-ce que tout ça peut être considéré comme une force publique dans le sens où ça produit et ça fait des choses? Non, ça me paraît bien clair, tu vois, l'article 12, la garantie des droits de l'homme, la garantie. Bon, pour que le citoyen soit garanti, il faut une force publique. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Il s'agit d'une force armée. Ah, il s'agit d'une force coercitive armée. Pour garantir les droits, c'est-à-dire les droits, ils sont énoncés, hein, c'est notamment le droit de propriété. Pour garantir ton droit de propriété, il faut une force publique. Sinon, n'importe qui vient puis dire ça c'est chez moi. Tu dis non, regardez, c'est écrit chez le notaire. Ah, mais je m'en fous, pousse-toi, je m'y mets. Bon, s'il n'y a pas de force publique, c'est la loi du plus fort. Et tu peux t'attribuer le bien d'autrui sans aucun problème, si tu es plus fort que lui. Bon, donc, pour garantir les droits, bon, ça c'est une évidence, je ne pense pas qu'on puisse. Bon, ergoter, on ne fait que ça, mais je crois qu'il ne faut pas ergoter plus que de raison. Et non, c'est la force publique, c'est-à-dire la force armée, disons, la force armée au service de l'État, qui est au service des citoyens. L'article 12 rappelle bien que cette force qui est gérée par l'État, elle est au service des citoyens, et elle n'est pas au service de l'État. Alors, et on peut se servir de cet article 12 pour dire que chaque fois que l'État, c'est-à-dire les services de police ou de la préfecture de police ou de la gendarmerie utilisent la force publique contre des manifestants, par exemple, est-ce que c'est pour garantir les droits de l'homme ou est-ce que c'est pour, disons, pour le confort du gouvernement en place? Parce que le gouvernement, lorsque tu as une manifestation contre une loi, par exemple, bon, et qu'on envoie la force publique contre les manifestants, est-ce qu'on on agit pour l'avantage de tous ou bien pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée? Alors ceux auxquels elle est confiée, c'est le gouvernement. Le gouvernement veut faire passer une loi même un décret-loi, c'est-à-dire même pas par l'Assemblée nationale. Le peuple va manifester. Bon, si on envoie la force publique, simplement parce que on ne veut pas qu'on manifeste contre cette loi, on est en infraction. L'État se met en infraction par rapport à l'article 12. Bon, mais d'une façon plus globale, ça pose quand même le problème de la justification juridique, de la justification constitutionnelle de l'État. Nulle part, ni dans la DDHC, ni ensuite, on le verra, dans le préambule de la Constitution de 1946,
encore moins dans la Charte de l'environnement, et pas du tout, en tout cas, dans la Constitution du 4 octobre 1958, on a quelque part un article précis qui dit que il y a une contribution publique coercitive qui s'appelle l'impôt, qui sert à ceci, à ceci, à cela, et que le citoyen doit s'exécuter, payer l'impôt. Bon, l'impôt, c'est quelque chose qui apparaît comme ça, tout d'un coup, au niveau des codes juridiques. Il y a des lois en pagaille, en permanence, qui sont des lois ou des décrets ou des arrêtés ou des règlements ou des circulaires administratives ou des directives, c'est-à-dire tout type de textes coercitifs qui ne sortent pas de l'Assemblée nationale, que les lois qui sortent de l'Assemblée nationale, qui imposent des coercitions financières liées à une obligation concernant un bien ou un acte lambda, qui ne procède pas d'une prescription constitutionnelle. Donc en fait la validité de l'impôt en tant que concept, elle n'est pas vraiment établie. Elle n'est pas vraiment établie, elle ne repose que sur cet article, sur cet article 14, qui est quand même très très ambigu, puisqu'on parle de consentir librement. La force publique, c'est la force coercitive, c'est la violence. La force, à un moment, cette force, bon, tant qu'elle est dans ses bâtiments, dans sa caserne, elle bouge, bon, ça n'existe pas. Bon, elle existe à partir du moment où elle devient violence, c'est-à-dire qu'elle se met en mouvement. Elle exerce une coercition physique sur un certain nombre d'individus. Bon, ça devient une force. Bon. Donc, la force publique... Donc, pour toi, c'est clair, force physique, ça veut bien dire force C'est très clair. La force publique, c'est tous les citoyens qui sont légalement en armes et sous la direction d'un service de l'État. Et donc, c'est la police, la gendarmerie et l'armée. La police, la gendarmerie, l'armée. Alors, de tête, l'armée, ça doit être dans les 40 milliards. C'est peut-être ça descendu à 1 milliard. La police, gendarmerie, bon, ça doit être dans les 15 milliards. Voilà. Ah oui, mais j'oubliais, on dit force publique et administration, donc peut-être que du coup, administration, c'est tout le reste. Alors après, bon, la force publique, alors quand je dis 40 milliards pour l'armée et 15 milliards pour la police, il y a l'administration là-dedans. Il y a tout. Oui, l'administration de la force publique. Il y a le corps d'État de l'armée, et le corps d'État de la police et de la gendarmerie. Il y a tout. Et donc, lorsqu'on dit entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, soit c'est pléonastique, c'est-à-dire qu'on parle de la même chose, soit il faut comprendre plus d'autres dépenses. Bon. À mon avis, c'est ça. Non, mais oui, mais on n'est pas là pour dire, à notre avis, on est là pour dire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, puisque bon, ça c'est un texte auquel on est soumis. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? L'entretien de la force publique, voilà, c'est l'armée plus la police plus la gendarmerie. Et les dépenses d'administration, on ne sait pas ce que c'est. On peut imaginer que c'est les dépenses d'administration de la force publique, mais non, même au niveau de la syntaxe, ça ne tient pas la route, parce qu'on te dit l'entretien de la force publique. Donc pour l'entretien de la force publique, c'est forcément le salaire, bien sûr, des gendarmes,
les soldats, mais c'est aussi les bâtiments, c'est les véhicules, c'est l'administration, les secrétaires, les photocopieurs, enfin, bon, donc c'est tout. Alors, et les dépenses d'administration, manifestement, il faut comprendre qu'il y a aussi des dépenses d'administration que l'article 13 ne précise pas. Mais l'article 14 ouvre alors, attention, tout ça, ça paraît très très vague, mais on n'a rien d'autre à se mettre sous la main, sous la dent, parce que lorsqu'on va lire ensuite la Constitution de 1958, qui est beaucoup plus volumineuse, puis il y a 90 articles hein, au lieu de 14, et puis il y en a qui sont beaucoup plus longs, on va pas trouver, on va rien trouver qui va nous éclairer plus. On nous dit simplement dans l'article 14 que les citoyens, alors c'est avec la syntaxe de l'époque, ont le droit de constater la nécessité de la contribution publique. Bon, ça veut dire traduit, alors c'est pas une interprétation, hein, mais disons c'est une réécriture syntaxique. Tous les citoyens ont le droit de constater, tous les citoyens ont le droit de décider de créer un service public, ça veut dire ça. Tous les citoyens. C'est ça que ça veut dire parce que tous les j'ai citoyens. l'impression que ça peut plus. Parce que la phrase c'est la nécessité de la contribution publique. Oui. On peut constater la nécessité de la contribution publique, oui. pas la nécessité seulement. Alors, bon, c'est un problème de syntaxe et il faut savoir comment on écrivait à l'époque. Et non, ça veut dire le droit de constater la nécessité, c'est on a le droit de dire. Il y a besoin de faire cette ça. contribution, cette activité, elle est nécessaire. Voilà. Dépenses d'administration. Bon. Eh bien, on va créer des dépenses d'administration de santé, par exemple. Hein. Et les citoyens vont dire oui, c'est nécessaire. Donc, on constate qu'il est nécessaire d'imposer les gens pour... voilà. Ok. Bon, alors, donc, si tu veux, ce n'est pas très clair, mais si on fait cette interprétation, on peut comprendre quelque chose de on peut comprendre, et puis on peut difficilement quand même attaquer au risque de dire, attendez, vous ergotez, là, l'article 14, il nous dit, de façon pas très claire, mais quand même, il nous dit que les citoyens ont le droit de décider de financer un certain type d'administration. Bon. Donc, les citoyens ont le droit de décider qu'on va financer une administration de la santé. Quand on parle d'administration, on parle de l'administration publique. Hein. On parle de l'État, là. On ne parle pas d'une clinique privée. Donc, on pourrait dire des biens communs. Moi, je dis service public, un mot extrêmement clair. Hein. Service public. Un service public, un service comme l'armée et la police. C'est l'exemple type du service public. C'est gratuit. On s'est mis à la disposition des citoyens pour le bien-être des citoyens, pour la garantie des droits, hein, pour l'avantage de tous. Donc, l'armée et la police, oui, c'est coercitif, mais c'est pour le bien de tous. Et c'est gratuit. Ah, c'est gratuit, tu ne payes pas la police. Tu payes l'impôt, et si tu n'as pas d'argent, tu ne payes pas, mais tu bénéficies des services de la police. Et puis tu bénéficies des services de l'armée, tu bénéficies des services de la gendarmerie. Après, bon, tu n'es pas d'accord, c'est autre chose. Mais bon, voilà l'idée. Et là, bon, ça tient la route sur la forme. Sur le fond, c'est autre chose. Ça tient la route. Donc, voilà. Mais, donc là, on avance, je pense qu'on peut dire ça. Par contre, il reste que du coup, lorsqu'on crée un service public, parce que le seul service public qui est créé par la Constitution, c'est la police et l'armée. C'est le seul qui est clairement cité. Après le reste, on te dit que les citoyens doivent juger si c'est utile d'avoir un service public de la santé, et juger si c'est utile d'avoir un service public de l'éducation nationale, et puis ministère de l'économie, ministère de l'écologie, ministère de la culture, voilà. Est-ce que c'est utile?
Bon, eh bien, ça veut dire, ça veut dire que lorsqu'on crée ça pose la grande question, la nature de l'État. Qu'est-ce que c'est que l'État? Qu'est-ce que c'est que l'État? Ça Alors, s'arrête tout. qu'est-ce que c'est que l'État? Alors, en 1789, c'est simple, l'État, c'est la Convention. C'est la Convention. C'est tout. Et la garde nationale. C'est tout. Il n'y a pas de ministère d'économie. On ne s'occupe pas de financer l'économie, on ne s'occupe pas de la culture, on ne s'occupe pas de tout ça. Non, bon. Et on est quand même un peu visionnaire. On dit, bon, si jamais on veut créer des services publics, hein, il faudra quand même bien le constater. Il faudra bien constater la nécessité. Donc lorsqu'on a créé le service public de la santé, qui n'en est pas un d'ailleurs, parce que la santé c'est privé. Admettons que... Bon. Mais alors là, ce qu'on a créé, le service public de l'éducation nationale, de l'enseignement. Est-ce qu'on a constaté, est-ce que les citoyens ont constaté qu'il fallait financer? Non, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait avec des décrets. Voilà. Bon. Et comme ça, tous les services publics. Ministère de la Culture. Ministère de la Culture, alors, c'est 17 milliards. Hein. Le budget de la justice, c'est 8 milliards. La culture, c'est 17 milliards. La culture. Bon. Est-ce que quelqu'un a constaté la nécessité de financer à hauteur de 17 milliards la culture? Bon. L'économie, c'est 10 milliards. L'économie, qu'est-ce que c'est? C'est le gouvernement qui dit, tiens, je donne 500 millions à un, tiens, je donne 200 millions à la pêche, hein, je donne 50 millions à la fabrique de ceci, à la fabrique de cela. Bon, est-ce qu'on a constaté, est-ce que ça a été constaté ça? Non, ça s'est créé comme ça. Bon, ce qui veut dire que, hormis ce qu'on appelle les domaines régaliens, là il faut sortir le mot régalien, qui date d'ailleurs de François Ier, hein. C'est sa mère qui a dit, tiens, il faut un truc régalien, un truc qu'on ne discute pas. C'est forcément l'État. Hein. Bon, c'est la police. Alors, bon, là, il manque quand même un truc, c'est la justice. Parce qu'elle y était, la justice. Hein. Je pense que dans force publique, alors, bon, ça, c'est une extension. Hein. J'ai dit tout à l'heure, la justice... Séparation. Oui, enfin, la justice, elle n'est pas armée. Oui, mais la justice, elle ordonne à la police. Donc, le bras armé, le proc, il dit, allez me le chercher celui-là. Bon, donc, bon, la justice, disons la police, c'est le bras armé de la justice. Donc, il faut ajouter les 7 milliards, là, les 7 milliards de la justice. Voilà. Et donc, la mère François Ier, elle a dit, écoute François, on va créer un truc, tu verras, ça servira ensuite pour les siècles à venir, on va créer un service régalien. C'est quelque chose, on dit que... Je pense que dans les siècles qui vont venir, ils vont dire l'État, qu'est-ce que c'est? Il faut mettre ça dans l'État. Bon, on va décider qu'il y a des choses, on ne discutera jamais. Bon, c'est la police, la justice, la perception fiscale, bon, j'avais oublié. Bon, voilà. C'est les services régaliens. Tout le reste, c'est des services optionnels qui ont été créés comme ça. On dit l'éducation, la santé, la culture, l'écologie, etc. Enfin, tu prends tous les ministères, tu prends tous les ministères, ils ont chacun leur dotation. Voilà. Donc, ça pose une question extrêmement importante qui est quelle est la validité constitutionnelle de tous ces ministères? Il n'y a que les ministères régaliens qui sont incontestables, qui sont constitutionnellement établis. Les ministères régaliens, ils ne sont pas nombreux. Hein. C'est l'intérieur, l'armée, la justice et la perception fiscale. C'est tout. Bon, ceux-là, on va trouver dans la Constitution la justification de leur existence. Les autres, ils se sont créés comme ça. Ministère des Transports, bon, ils sont créés par des actes de l'exécutif. C'est pas l'Assemblée nationale qui a dit on va... Non, c'est des actes de l'exécutif. Et donc, ils peuvent très bien être argumentés comme étant anticonstitutionnels. Donc tu vois que, en poussant le bouchon, ces 3 articles-là,
ils, Ils peuvent être utiles. ouais,